Ceci n'est pas un spectacle de contes, ceci n'est pas une conférence, ceci n'est pas un podcast. C'est une conversation. Bon, imaginez, on est à une terrasse de café, on papote, on boit des verres, et puis soudain je vous raconte cette histoire complètement dingue qui est arrivée à une copine de copine, Marie-Lou qu'elle s'appelle. Et vous savez comment je suis quand je raconte des histoires, moi je pars un peu dans tous les sens. Donc Marie-Lou, cette histoire a commencé pour elle à 7h33, très exactement ce jour-là, quand son téléphone a sonné. Oui, allô? Joyeux anniversaire, ma chérie! C'est maman et papa. Alors, 33 ans? Toujours célibataire? Il serait temps de te caser quand même. Oui, le petit bruit que vous entendez là depuis le début, c'est le tic-tac de son horloge biologique qui s'est enclenché ce jour-là à 7h33, très exactement. À midi, elle allait manger avec son amie d'enfance, Lilou, pour surmonter le moral. Dis, Marie-Lou, j'ai pensé à un truc, mais prends pas mal, hein, surtout. T'as jamais pensé à faire congeler tes ovules? Un petit coiffeur, ça remonte toujours le moral. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Une coupe, un brushing? Que vois-je? Oh ça alors? Un cheveu blanc? Oh c'est le premier. Bon, on fait une colo alors, hein. Bon anniversaire, tu parles. La pire journée de sa vie. Bon, ce soir, elle va regarder un film qu'un de ses collègues lui a prêté. Il lui a dit, tu vas voir, c'est tout à fait pour toi, ça va te parler. Liaison fatale. Alex est une séduisante éditrice dans la trentaine. Elle rencontre Dan, un homme marié, et ils ont une liaison qui devrait être sans lendemain, sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Alex s'accroche à Dan. Elle le veut pour elle, rien que pour elle. Elle va même jusqu'à le harceler. Pourquoi? Parce que son horloge biologique tourne. Bon, je ne vais pas vous dévoiler la fin de l'intrigue pour ceux qui ne la connaissent pas, mais sachez que la morale est sauve et le couple marié aussi. Bon, ça ne donne pas une vision géniale de la femme célibataire trentenaire, hein, ça, oui. C'est que Liaison fatale ou Fatal Attraction en VO, c'est typiquement un film backlash. Backlash qu'on peut traduire par le retour de bâton. En 1991, Suzanne Faludi, une essayiste américaine, publie Backlash, la guerre froide contre les femmes. Et elle définit le backlash comme ce mouvement de balancier en sens inverse après chaque avancée féministe. Après ce qu'on appelle communément la deuxième vague du féminisme dans les années 70, la presse, le cinéma, les séries, la publicité ont délivré ce message. Le combat féministe pour l'égalité est gagné. Et maintenant que les femmes ont acquis cette égalité, elles n'ont jamais été aussi malheureuses, seules, avec de pauvres ovaires qui se racrapotent. Bon, le backlash, c'est donc des ensembles de discours qui surgissent et qui disent que le féminisme est responsable de tous les maux, que c'est la faute au féminisme et aux vilaines féministes si les femmes ont des problèmes. Et les hommes aussi, hein, parce que le backlash, par un habile retournement de situation, on essaie de faire croire que les dominants sont en fait les dominés et que ce sont eux les vrais floués. Le seul point positif qu'on peut voir dans le backlash, c'est que s'il y a eu un backlash, c'est qu'il y a eu une avancée même partielle dans les droits des femmes. Bon, revenons à cette pauvre Alex et à ses ovaires racrapotés. C'est intéressant d'observer dans la manière dont c'est filmé par le réalisateur Adrian Lyne, comment on a mis en opposition la femme de Dan, Beth, qui boit du thé, qui se maquille des heures avec passion en jouant du piano d'un air évaporé, avec Alex, la femme de l'ombre, qui s'habille en cuir noir, qui habite dans un appartement dans le quartier La Halle aux Viandes, et qui a des lanternes en forme de chaudron chez elle, bref, une sorcière. C'est comme ça qu'Adrian Lyne voit les féministes. Je vous le cite. Vous écoutez parler les féministes depuis 10 ou 20 ans, et vous les entendez dire qu'elles veulent baiser les hommes, et non pas se faire baiser par eux. Pour dire les choses crûment. Même si ça fait très libéré, très émancipé, c'est très déplaisant. Ça démolit le rôle de l'épouse, le rôle de celle qui porte l'enfant. Bien sûr, elles ont leur carrière et leur réussite, mais ce n'est pas ça qui comble les femmes. Et note Adrian, comme femme féminine modèle, il cite sa propre épouse. « Ma femme n'a jamais travaillé.
C'est la personne la plus dénuée d'ambition que je connaisse. C'est une épouse extraordinaire. Faire carrière ne l'intéresse pas le moins du monde. Elle le vit en quelque sorte à travers moi. Et c'est un truc formidable. Je rentre à la maison et elle est là. Oui, mais ça c'est les années 1980. On n'ennuie plus les femmes célibataires maintenant. Hein, non, jamais, hein, non. L'autrice nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie, elle nous dit quand même que dans notre société, on conditionne une femme célibataire à le voir comme un échec. Tandis qu'un homme célibataire, il n'est tout bonnement pas parvenu à faire son choix ou il a fait le choix de la liberté. Moi, ça me parle quand j'entends ça. J'ai l'impression que c'est les idées qu'on m'a inculquées. Et quand c'est une bonne partie de l'environnement culturel et social qui martèle ça, hein. Marilou était affalée dans son canapé, en pyjama en pilou, une bouteille de mauvais vin à la main. Elle chantonnait « Mamma voglio un marito, diceva Giacomina, sono bella, son carina, io mi voglio maritar, mamma voglio un marito. Diceva Giacomina, sono bella, son carina, io mi voglio maritar. Mais elle avait beau chantonner, ça ne couvrait pas le tic-tac de son horloge biologique qui se faisait lourd, lancinant, insistant. Tic-tac, 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 tac, tac. T'as qu'à aller sur une application, en fait. Mais oui, voilà, elle était là la solution. Marilou a téléchargé l'application Cherche homme désespérément. Elle est tombée sur le profil de Ricardo. Des yeux noirs profonds, des pommettes saillantes, des petites rides au coin des yeux. Vous avez remarqué sur les hommes, c'est beau, hein, les petites rides au coin des yeux. Des dents éclatantes, une belle barbe rousse de hipster. Elle l'a liké. Ils se sont matchés, ils ont tchatché. Tant et si bien que, pas très longtemps après, ils ont chacun de leur côté téléchargé l'application mobile Las Vegas Express et ils se sont mariés en ligne, sans même s'être vus dans la vraie vie. Tout est allé très vite. Marilou a démissionné de son travail, elle a mis son appartement en location, elle a vendu sa voiture. Elle est allée rejoindre Ricardo dans sa maison de campagne, loin, très loin d'ici. Elle y est allée en train. Ricardo lui avait textoté qu'il y aurait tout ce qu'il fallait là-bas, plus besoin de voiture. Pour aller au fin fond de la campagne, c'est souvent un tortillard qui s'arrête à toutes les gares. Mais Marilou n'avait pas peur de s'ennuyer, elle avait pris un bouquin d'économie pour passer le temps agréablement dans le train. À une petite gare de campagne, un type avec une barbe blanche qui est entré et qui s'est installé en face d'elle. « Je vois, mademoiselle, que vous lisez un livre d'économie. » Oui, en effet. Savez-vous, mademoiselle, que les sciences économiques sont une discipline des sciences humaines et sociales qui étudie de façon scientifique le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire la description et l'analyse de la production, des échanges et de la consommation des biens et des services. Oui, je sais, parce qu'en fait, je suis économiste. Et vous? Oh, moi, rien à voir, je suis professeur d'histoire de l'art. Savez-vous que l'on distingue traditionnellement, mademoiselle, au sein de la discipline, deux branches qui se distinguent par leur objet d'étude et leur méthode, la macroéconomie et la microéconomie. Oui, je sais. Savez-vous, mademoiselle... ce type m'énerve. Bon, du coup, je vais les laisser là et je vais aller vous raconter autre chose le temps qu'ils aient terminé. Rebecca Solnit est une autrice américaine. Cette fois-là, elle était à une soirée avec son amie Sally et le maître de maison est allé lui parler de son dernier livre. Il est allé lui demander de quoi traitait son dernier livre. Elle explique qu'il traite d'un artiste du 19e siècle et à peine a-t-elle mentionné le nom de l'artiste qu'elle se fait couper la parole. « Avez-vous au moins lu ce livre très important sorti sur cet artiste l'année passée ?» Et blablabla, il commence à lui parler de ce livre. Rebecca se rend compte assez rapidement qu'il n'a pas lu le livre. Il a juste lu un compte-rendu et des blatères autour. Elle s'en rend compte d'autant plus facilement qu'en fait, ce livre, elle n'a pas fait que le lire, non. Elle l'a écrit. C'est son livre. Il est en train de lui expliquer son livre qu'il n'a pas lu et qu'elle a écrit.
Elle essaie de lui expliquer. Oui, en fait, c'est mon livre, blablabla, il ne l'écoute pas. Alors c'est Sally qui intervient, et en fait, c'est son livre, blablabla. Et ce n'est qu'au bout de longues minutes qu'il entend enfin que, oui, c'est mon livre. Ça, c'est du mansplaining. En français, on dit m'explication, et en français du Québec, je l'aime bien celui-là, pénispliquer. La m'explication, c'est cette tendance qu'ont certains hommes à expliquer quelque chose à une femme alors que ce n'est pas nécessaire, éventuellement sur un ton paternaliste ou condescendant. Un m'expliqueur, c'est donc un homme qui est convaincu de mieux connaître le sujet qu'une femme alors que le sujet la concerne elle. Il a souvent peu de connaissances du sujet, une confiance exagérée, voire un poil de condescendance comme je viens de le dire. Par exemple, un historien de l'art qui explique à une économiste ce qu'est l'économie, alors que lui-même tire ses définitions de Wikipédia. Ou un homme qui n'est pas conteur, qui explique à une femme qui est conteuse, l'homme qui n'est pas conteur sait que la femme qui est conteuse, ce qu'est le conte en fait. Peut-être que les femmes font ça aussi, me direz-vous. Peut-être que je fais ça depuis plusieurs minutes, en fait, en vous expliquant des concepts que vous connaissez déjà. Peut-être que tout ce podcast, ce n'est jamais que du Muriel-splaining. Bon, écoutez, on y réfléchit et on en reparle plus tard. D'accord ? Là-dessus, le train est arrivé en gare. Sur le quai, il n'y avait pas de Ricardo. Non, mais il y avait un homme avec une casquette rouge de chauffeur qui l'a interpellé. « Madame Marilou, oui, c'est moi. » La voiture de madame est avancée. Marilou s'est retrouvée dans une splendide limousine qui filait sur les petites routes. C'était le soir, les rayons du soleil couchant luminaient nimbaient la campagne de rouge, de pourpre, d'orange, de violet. Marilou a aperçu une construction étrange, une immense tour de marbre rouge surmontée d'une flèche. « Dites, monsieur, c'est quoi cette bâtisse ?»« Ça, madame, mais c'est la Ricardo Tower. Votre nouvelle demeure, enfin !» La voiture a franchi des grilles de fer forgé peintes en rouge. Elle s'est arrêtée devant la porte grande ouverte de la tour. Marilou, sa petite valise à la main, s'est précipitée à l'intérieur. Le maître de maison l'attendait. Il avait un smoking noir, un œillet rouge à la boutonnière. Et là, Marilou a eu un choc. Il ne correspondait pas à sa photo de profil. Il l'avait visiblement traficoté. Bon, les yeux noirs profonds, les pommettes saillantes, les mignonnes petites rides de coin des yeux, le sourire éclatant, tout y était, mais la barbe, la belle barbe de hipster n'était pas rousse. Elle était rouge. Marilou a regardé cette barbe rouge, puis autour d'elle, ce hall tout de marbre richement meublé. Il y avait un feu qui brûlait dans l'âtre. Elle a regardé son alliance, l'alliance assortie de son mari. Elle s'est dit qu'après tout, la barbe n'était pas si rouge. Elle a posé sa petite valise, elle s'est précipitée vers lui, les mains tendues. Il s'est emparé de ses mains offertes, après avoir fait un petit signe à un domestique, qui a pris la valise et l'a jetée dans l'âtre. « Tu n'auras plus besoin de ça à présent. J'aime les femmes habillées. » Marilou s'est sentie entraînée dans un tourbillon et jusqu'aux ascenseurs dorés qui montaient aux étages supérieurs. Là, il y avait un dressing avec des vêtements, des robes moulantes, décolletées, des chaussures à talons de 10 cm, des sacs à main, du maquillage, des bijoux. Elle a enfilé la robe que Ricardo lui a suggérée rouge, sculpturale. Elle était belle, elle était femme, elle était féminine, une vraie femme, comme je les aime. Allez, viens là, toi. Marilou s'est sentie soulevée par ses bras puissants. Il faut dire qu'avec ses talons, elle n'arrivait plus très bien à marcher, ça l'arrangeait bien. Ricardo l'a entraînée jusque dans la chambre conjugale, et là sur le grand lit, tendu de soie
pourpre et de satin violet. Il l'a jetée et elle était là, offerte, et lui s'approchait, sa virilité triomphante, prêt à prendre possession de cette terre. Et là, ils en ont pour un petit bout de temps, je vais donc en profiter pour vous parler de Mona Chollet, une autrice suisse qui vit en France, et en 2012, elle a publié Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. C'est un essai formidable, c'est l'essai qui m'a fait découvrir le féminisme, alors je ne peux pas ne pas vous en parler. Il dit beaucoup de choses, c'est impossible à résumer, mais entre autres choses, elle nous dit que bien sûr, il n'y a aucun mal à vouloir être belle, ni à se faire offrir des robes. Elle souligne que les jupes, les talons hauts, les collants fragiles, la lingerie fine, les dentelles, les sacs à main, le maquillage, tout ce qu'on associe à la féminité traditionnellement, tout ça, c'est pas très pratique en fait. Parlons du sac à main, par exemple. Vous voyez, pas celui qui se porte en bandoulière, non. Celui qu'on tient à la main et qu'on accroche parfois en dessous de son bras. Vous le visualisez ? Superwoman est une super-héroïne. Elle doit combattre un savant fou qui s'apprête à faire exploser une bombe. Mais avant, elle doit poser son sac. Oui, les super-héroïnes, elles ont des costumes tout moulants où tu peux juste mettre une petite pièce de 50 cents dans la poche, alors oui, elle a besoin d'un sac, quoi. Donc elle le pose, 15 secondes de perdu. Oui, mais dans son sac, il y a son GSM, ses clés, son portefeuille. Donc elle garde un œil dessus parce qu'elle veut pas se le faire piquer ou elle veut pas qu'on le fouille dedans, quoi. Une nanoseconde d'inattention. Le savant fou appuie sur le bouton. La Terre explose. Si Superwoman avait eu des poches, la Terre aurait été sauvée. Superwoman aurait dû lire Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui nous dit que les coutumes, les modes, les corsets, les costumes, les vertus gadins, les pieds bandés des chinoises, les griffes vernies de la star d'Hollywood, tout ça sert à couper le corps féminin de sa transcendance. Ça sert à parer, mais aussi à alourdir, à appesantir. Elle nous dit tout ça dans le deuxième sexe. Tiens, en parlant de sexe, ils ont fini. On les retrouve donc à la table du petit déjeuner. Marie-Lou, je m'en vais. Quelques jours seulement. Quoi, vous partez, mon mari ? Mais vous venez d'arriver. Oui, c'est comme ça. Tiens, voilà les clés. Tu peux explorer tous les tours et les détours de la tour. Et cette petite clé, elle ouvre quoi ? Oh, va voir, ça t'intéressera sûrement, mais je t'avertis. Ne va pas dans la forêt, c'est dangereux. Et pfouet, dans un éclair rouge, il était parti. Marie-Lou s'est retrouvée seule dans cette tour immense. Elle a descendu un étage. Il y avait des portes, des pièces. D'autres portes, d'autres pièces, et dans chaque pièce, des bijoux, des tissus, des vêtements, des objets précieux. D'étage en étage, elle a exploré des portes, des pièces, d'autres pièces, des portes, des pièces, d'autres portes, d'autres pièces. La petite clé dorée ouvrait une petite porte du vestibule. Quand ses yeux se sont habitués à la pénombre, elle les a vus. Ils étaient nombreux, luisants, coupant des couteaux. Et sur certains, 7 d'entre eux exactement, des traces brunâtres, des vestiges d'une bataille ancienne. Oui, mais non, mais on habite à la campagne, c'est un chasseur. Oui, évidemment, c'est ça, il est chasseur, c'est ça, il tue les animaux, il les dépaisse, c'est pour ça qu'il a des couteaux. La porte refermée, Marie-Lou s'est retrouvée dans le jardin. Ah, le jardin. Un parc à la française symétrique. Au centre, une fontaine. De part et d'autre de la fontaine, des buissons de buis bien taillés, espacés d'exactement 32,32 cm, comme le préconise Luc Noël dans son émission Jardin et loisirs. Des allées sablées,
des enceintes Bluetooth qui diffusaient d'apaisantes compilations des oiseaux de nos forêts ardennaises, des diffuseurs exhalant un parfum de rose. Marilou a exploré, elle a longé la muraille couverte de rhododendrons rouges. Tiens, une tache verte dans les rhododendrons. Une grille. Une grille de fer toute rouillée avec encore quelques éclats de peinture verte. Elle a poussé la porte, ça n'a pas bougé. Une serrure, toute rouillée comme la grille. Elle a jeté un œil entre les barreaux. C'est d'abord l'odeur qui l'a envahie. Humus, feuilles sèches, feuilles séchées, terre mouillée. Et puis elle a vu un fouillis de fougères et de feuilles, plus haut futé, au loin, au-dessus, le ciel qui se découpait. Puis il y avait tous ces bruits, des froissements, des frôlements, peut-être même des feulements. Puis un froissement qui s'est amplifié. C'était une oiselle. Une oiselle qui s'est posée à ses pieds. Clopin, clopin, volant, volant, l'oiselle avait une aile blessée. « Bonjour l'oiselle. Tu es blessée, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh, ça m'empêche pas de voler, c'est pas grave, tu sais. Rien de grave du tout. »« Oui, mais comment ça s'est passé ?»« Oh, c'est une longue histoire. Mais tu sais, j'aime bien la raconter. Alors, figure-toi que je suis une oiselle migratrice. » Une oiselle migratrice qui volait de ci, de là, de ci, mais entre ici et là et ici, la route était longue. Alors l'oiselle s'est posée sur un arbre dans un jardin. Les yeux mi-clos, elle s'est reposée sur l'horizontalité de la branche, reliée à la verticalité du tronc, lui-même relié au sol par ses racines, au ciel par sa ramure. L'oiselle a senti une onde tellurique et cosmique qui l'envahissait tout entière, une pulsion, elle s'est précipitée au pied de l'arbre, et là, entre les racines, avec son bec, avec ses griffes, elle a creusé, et elle a trouvé du henné. Elle s'en est tartinée le bec, les pattes, les joues. Elle était belle. Son cœur a bondi de joie, elle est retournée sur sa branche. Les yeux mi-clos, elle s'est reposée. L'horizontalité de la branche, la verticalité du tronc, la secousse tellurique et cosmique. Elle s'est précipitée entre les racines, elle a creusé avec ses pattes, avec son bec, elle a creusé. Elle a trouvé une tenue très souple. Elle a enfilé, elle était libre. Son cœur a bondi de joie, elle est remontée sur sa branche, elle s'est encore reposée, mais à nouveau la palpitation tellurique cosmique l'a prise, elle a recreusé, et là elle a trouvé des baskets aérodynamiques montées sur coussinets d'air, elle les a enfilées, elle était invincible. Elle est retournée sur sa branche, son cœur bondissait de joie, mais là, elle n'a pas fermé les yeux, non, elle a chanté à tue-tête. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brake, I'm invincible, I'm unstoppable today. Et son chant était si joyeux qu'il a traversé tout le jardin, est arrivé aux oreilles du roi qui se promenait là. Il a vu l'oiselle, il l'a trouvée belle. Il s'est approché. « Hé, salut l'oiselle. T'es vraiment belle, mademoiselle. Merci. Dis, comment tu t'appelles? Moi, mon petit nom, c'est Harvey. » Bah quoi, tu me réponds pas? Allez,
Je vais te dire un truc. Mais le prends pas mal, hein, surtout, tu sais, ton père et ta mère sont des voleurs. Oui, non, mais attends, ils ont volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Merci. Bah, allez, fais pas ta timide, allez, viens, mais tu sais, je suis le roi, je peux beaucoup pour toi. Allez, viens, descends. Non, merci. Ah, t'es comme ça, toi. T'es rien qu'une petite almeuse, hein. Mais on va voir ce qu'on va voir. Et le roi a pris son fusil qui était accroché à sa ceinture, il a tiré. Elle a eu du plomb dans l'aile, l'oiselle. Elle est tombée. L'oiselle, avec du plomb dans l'aile, écrasée, elle a chanté. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brake, I'm invincible, I'm unstoppable today. Le roi a commencé à la plumer. L'oiselle, avec du plomb dans l'aile, écrasée, plumée, elle a chanté. Unstoppable today. Le roi l'a amenée à son cuisinier avec ordre de la préparer. Le cuisinier l'a passée à la casserole avec des concombres, des carottes, des courgettes, une recette spéciale. L'oiselle, avec du plomb dans l'aile, écrasée, plumée, cuisinée, elle a chanté. Unstoppable today. On l'a servi au roi sur une assiette entre un couteau et une fourchette. Le roi l'a découpé, il l'a mâché, remâché longuement. L'oiselle, avec du plomb dans l'aile, écrasée, plumée, cuisinée, mâchée, remâchée, avalée. Elle a chanté. Unstoppable today. Quelques heures plus tard, le roi ne se sentait pas très bien. Il a senti le besoin d'aller là où le roi va seul. L'oiselle, avec du plomb dans l'aile, écrasée, plumée, cuisinée, mâchée, remâchée, avalée, digérée, est ressortie tout entière du trou de son derrière. Elle s'est élevée dans le ciel, elle a chanté. La honte, tu voudrais que je l'ai, tu peux pas plus te tromper. Balance ton porc qu'on m'avait dit, voilà c'est fait, Harvey. Elle s'est élevée dans le ciel, et là elle a gazouillé, gazouillé, gazouillé dans l'atmosphère, et ces gazouillis se sont répandus, et ce que Harvey a fait, tout le monde l'a su. Et il a été un peu gêné. Voilà. Tu sais tout, petite. Allez, c'est pas tout ça. Moi, j'ai de la route. Je m'en vais. Et dans un grand bruissement d'ailes, l'oiselle est remontée vers le ciel. Au revoir, l'oiselle. Sois prudente. Oh! En reculant pour saluer l'oiselle, Marilou a heurté du pied une pierre. Sous la pierre, une clé, petite, rouillée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a dû s'y reprendre à 3 fois. Mais ça y est, la grille était ouverte. Elle a avancé la tête. L'odeur s'est fait plus forte. Puis il y avait ce chemin-là qui l'attirait, ce petit chemin-là dans le fouillis de fougères et de feuilles. Elle a avancé le pied. Et puis elle a reculé. C'était Ricardo, elle l'entendait. Il était de retour. Il était là, il était enfin là. Marilou s'est précipitée vers la tour et dans le hall d'entrée, il était là. En smoking blanc, une ceinture dorée, des chaussures de même, une rose rouge à la boutonnière. Il la regardait de ses yeux profonds avec une autorité exquise. Subitement, une chaleur exquise l'a envahie tout entière, un brasier exquis qui a pris possession exquisement de son corps tout entier. Alors elle a baissé la tête pour échapper au regard autoritaire et exquis et brûlant des yeux noirs et profonds et enflammés et de braise et étincelants comme des glaçons tintinabulants dans un exquis whisky japonais, enfin les yeux de son mari quoi. Elle a pris un de vin rouge qu'un domestique lui présentait sur un plateau d'argent. Elle en a absorbé une longue gorgée pour se donner une contenance. Ricardo s'en est irrité. Quoi ?
Elle buvait du vin rouge au lieu de se précipiter vers lui et de lui rendre hommage. Il s'est emparé du précieux verre en cristal Saint-Lambert et l'a fracassé contre le mur. Marie-Lou a été saisie d'une crainte exquise. Ricardo a plongé son regard dans le sien. Avec une lenteur à la limite d'une exquise douleur, il s'est approché avec autorité des lèvres vermillons de la jeune femme. Sa bouche s'est emparée autoritairement de la sienne. L'esprit de la jeune femme s'est vidé. Elle n'a plus pensé à rien. Une force autoritaire et exquise lui a fait répondre à son baiser avec ardeur. Quelques instants plus tard, il s'est arraché comme à regret de ses lèvres et Marie-Lou avait le corps en feu. Elle a baissé pudiquement les yeux. Dire qu'elle pensait bien se connaître, jamais. Elle n'aurait imaginé qu'un homme pourrait un jour déclencher en elle un élan aussi exquis. À l'intérieur de son soutien-gorge, les pointes de ses seins étaient tendues au point de transpercer le tissu coûteux et entre ses jambes brûlait un feu si intense qu'il en était presque douloureux. Mais blague féministe. Une princesse part se promener dans les marais derrière son château. Elle rencontre une grenouille. La grenouille l'interpelle. « Si tu me donnes un baiser, je me changerai en prince très beau. Nous nous marierons, nous aurons beaucoup d'enfants, tu feras le ménage, je chasserai les dragons, et puis voilà. » Plus tard ce soir-là, la princesse, en mangeant des cuisses de grenouille accompagnées d'une sauce exquise, se dit « Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. » Ricardo et Marie-Lou ont déjà fini. Ils étaient à la table du petit déjeuner. Ricardo a tendu les clés à Marie-Lou. « Je repars, quelques jours seulement. Voilà les clés. »« Déjà, mon mari ?»« Oui. Je te rappelle, ne va pas dans la forêt. C'est dangereux. » Et pouit, dans un éclair rouge, il était parti. Et Marie-Lou s'est retrouvée seule. Dans cette tour immense, il y avait des porcs, des pièces, d'autres porcs, d'autres pièces, des porcs, des pièces, d'autres porcs, d'autres pièces, la petite pièce au couteau, le parc, la pierre, la clé, la grille. Un pas dans la forêt, peur, demi-tour. Mais le lendemain, elle était devant la grille ouverte. 3 pas dans la forêt. Non, demi-tour. Le jour d'après, elle était à nouveau devant la grille ouverte. 6 pas. Un 7e, un 8e. Ça y était. Marie-Lou marchait dans la forêt. Au début, ses petits talons s'enfonçaient un peu dans la terre et puis elle s'est habituée. Il y avait toutes ces odeurs là qu'elle avait déjà senties mais qui étaient encore plus fortes. Il y avait la terre mouillée, l'humus, et puis les fleurs. D'ailleurs, il y avait plein de fleurs, c'était la saison des fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs, des bleus, des jaunes, des verts et même des rouges. Mais oui, elle devait lui dire à Ricardo qu'il y avait du rouge dans la forêt, lui qui aimait tellement le rouge. Et puis tous ces sons, toutes ces rumeurs, ces frôlements, ces froissements, ces frottements. Au bout d'un de ces frôlements, Marie-Lou a aperçu quelque chose de gros, quelque chose de poilu, quelque chose de griffu, quelque chose de dentu. Une ours. L'ours s'est dressé devant elle de toute sa hauteur d'ours et vraiment elle était griffue, dentue et poilue, surtout poilue. Et tous ces poils, ça me fait penser que un jour quelqu'un m'a dit « Bah quoi, Muriel, t'es féministe et tu t'épiles ?» Et moi je me suis dit « Mais quel est le rapport avec la choucroute ?» Et puis on m'a reposé la question, une fois, 2 fois, plein de fois. Je me suis penchée sur ce dossier du poil et j'ai découvert que oui, les poils des femmes sont un enjeu féministe parmi d'autres. Bon, d'abord, si on y réfléchit, est-ce que vous voyez souvent des aisselles et des jambes féminines poilues? Pas si souvent en fait. Même dans les publicités pour rasoir, on n'en voit pas. Regardez bien la plupart des publicités pour rasoir féminin. C'est une jambe sans poil qui est dressée. Et quand on voit des poils des femmes, ça
Ça ne nous laisse pas indifférents, hein. On le remarque. Bon, maintenant, réfléchissez à nouveau. Est-ce que vous voyez souvent des aisselles et des jambes masculines poilues? Quand même un peu plus souvent, oui, hein. Et on passe dessus quand on les voit, on les regarde pas fixement. On peut dire qu'il y a une norme de la glabreté partielle ou totale pour les femmes qui ne pèse pas sur les hommes. Un bref retour en arrière. En 1915, une grande marque américaine sort son premier rasoir pour femmes. Vous savez, celui qui est le même que le rasoir pour hommes, mais qui est rose et qui coûte plus cher. Et après ça, il y a eu plein de campagnes de pub pour dire que Burk, les poils c'est moche, arc, dégoûtant, mais pas que. Aussi pour dire que les poils, c'est sale, pas hygiénique. Par exemple, dans les magazines féminins que je lisais quand j'étais ado, je me souviens de ce dossier sur l'hygiène. Et entre les différents conseils sur le nettoyage du visage et des pieds, on disait en été, contre la transpiration, rasez-vous les aisselles et mettez du déo. Parce que oui, les poils des femmes, ça sent mauvais. Évidemment, les hommes n'ont pas les mêmes conseils. Eux, ils doivent mettre juste du déo parce que leurs poils à eux, ils sont propres. Emer O'Toole, une autrice et militante féministe irlandaise, elle a fait des recherches sur le sujet. Tenez-vous bien, il n'y a aucun lien scientifiquement prouvé entre les poils sous les bras et l'augmentation de la transpiration et des odeurs. Et par ailleurs, il n'y a aucune différence entre les poils d'hommes et les poils de femmes. L'épilation, on peut dire aussi que ça coûte de l'argent et du temps. C'est une charge mentale. Et puis il y a certaines militantes féministes qui vont encore un poil plus loin. Les poils sur le corps et le visage sont un symbole de pouvoir et de libido débordante. Toutes ces choses qu'on ne laisse pas facilement aux femmes. Voilà, j'ai pris connaissance de tout ça. Et vous savez quoi ? Je m'épile toujours. En 2021, dans notre culture, entre les publicités, les magazines, les films, les représentations pornographiques, une femme, elle est sans poil. Ne pas s'épiler, ne pas se raser, c'est au mieux subir des regards étonnés, au pire des moqueries, des regards dégoûtés. Il y a certaines femmes, jeunes ou moins jeunes, qui sur les réseaux sociaux ont publié des photos d'elles avec les aisselles et les jambes poilues. Elles se sont fait insulter, elles se sont fait harceler. Il y en a même certaines qui ont reçu des menaces de viol et des menaces de mort. Bref, je m'épile toujours. Mais depuis, j'ai lu Roxane Gay et Bad Féministe, où elle nous rappelle que défendre l'égalité des sexes, ça n'empêche pas d'avoir ses propres contradictions. Alors oui, je peux être féministe et parfois chantonner Cœur de loup sous la douche. Ou je peux aimer Star Wars, où 1% des répliques sont prononcées par des femmes, et je peux être féministe et m'épiler. Comme le dit bien Roxane Gay, je préfère être une mauvaise féministe que pas être féministe du tout. L'ours était dressé de toute sa hauteur d'ours. Elle regardait Marilou dans les yeux. Elle a ouvert sa gueule. Dans la tête de Marilou, ça file dans tous les sens. Oh, non, c'est pas vrai. Il y a des ours dans la forêt. Il y a des ours dans la forêt. En fait, Ricardo avait raison. Il avait raison de m'avertir. La forêt, c'est dangereux. Et moi, je vais me faire déchiqueter, dépecer par cette ours. Elle va me bouffer. Je vais jamais revoir le monde. L'ours s'est approché. Elle a fait un sourire. Bienvenue dans la forêt. Je te fais visiter. Elle a tendu sa patte griffue vers Marilou. Marilou a pris ses pattes tendues. L'ours a commencé à courir et Marilou, elle a été entraînée. Elle a couru derrière l'ours, a entraîné à sa suite. Ses talons sont cassés, ses cheveux se sont défaits, sa robe s'est déchirée, mais elle s'en fichait. Elles ont couru longtemps. Et quand elles ont été épuisées, elles se sont couchées au pied d'un arbre. Les bras écartés, les paumes tournées vers le ciel. La pluie s'est mise à tomber, elle est tombée longtemps. Et Marilou et l'ours ont disparu. Elles se sont fondues dans la forêt, elles sont devenues le bois vif, les écorces, les racines, les feuilles vertes et mortes, les graines germées, la sève montante, l'odeur mouillée, les couleurs lavées que le soleil caressait et réchauffait parce que oui, le soleil était revenu. Marilou l'ours, elle était dans tous les arbres, de tous les âges et de toutes les tailles, et dans leurs branches et dans leurs feuilles, et dans leurs fruits et dans leurs bourgeons.
et de ces arbres un chant a monté. Siamo tante, siamo belle, vitriamo le padelle, siamo donne, siamo stufe di fatica, siamo stufe di fatica, riprendiamoci la vita, riprendiamoci l'amore, siamo tante, siamo forti, tutto il mondo vogliamo cambiare, tutto il mondo vogliamo cambiare. Marie-Loup l'ours a surgi de terre. Elle a grimpé à l'arbre, l'arbre le plus haut de la forêt. Et tout là-haut, au plus haut de cet arbre le plus haut de la forêt, elle a crié la foresta, alle donne, la foresta, alle orse. Siamo tante, siamo belle, siamo tante, siamo donne, siamo tante, siamo orse, siamo tante, siamo belle. Marie-Loup l'ours est redescendue. Marie-Loup a embrassé l'ours sur ses deux joues d'ours. Elle est partie en courant vers la tour. Elle devait lui dire à Ricardo qu'il s'était trompé, que la forêt n'était pas dangereuse et que les ours étaient pacifiques. Elle allait lui dire tout ça. Elle allait lui dire que lui aussi pouvait venir dans la forêt, que c'était pour tout le monde, qu'on pouvait se libérer de ses costumes, qu'on pouvait courir pieds nus. Elle a couru, elle a couru, elle a couru. Dans le hall d'une propreté chirurgicale en smoking rouge, Ricardo l'attendait. « Marie-Loup, tu ne m'as pas écouté, tu as été dans la forêt, Marie-Loup. Je vais devoir te tuer maintenant. » Quoi ? Dans sa tête, il tient un couteau, il va me tuer, me faire la peau ? Tout ça parce que je me suis promenée, que j'ai goûté la liberté. Mais moi, femme boniche, femme potiche, femme affiche, j'en ai plein les miches. Ah, à ce qui paraît, on n'est pas femme, on le devient. Oh Marie-Loup, dans sa tête, les pensées filent comme des robes qui s'enfilent. File, enfile, robe. Mais voilà une bonne idée. Toi, je vais t'entourlouper et dans la forêt, je vais me réfugier. Permettez mon mari que j'aille me changer. Voyez, je suis toute décoiffée, toute sale, ma robe est déchirée. Je veux bien mourir de votre main, mais qu'au moins je meure en étant belle et élégante et en vous plaisant. D'accord. Mais fais vite. J'ai hâte d'en finir. Dans la chambre, Marie-Loup a pris une robe dans le dressing, mais elle ne l'a pas enfilée, non. Elle l'a déchirée. Elle l'a réduite en charpie. Elle a commencé à fabriquer une corde. Et en bas, il attendait. « Marie-Loup, es-tu prête ? Mon mari, je me prépare, je me fais belle pour vous, que vous me trouviez à votre goût. Attendez encore quelques instants et vous pourrez répandre mon sang. » Elle a pris toutes les robes, les unes après les autres. Elle les a réduites en charpie et la corde se rallongeait. Et en bas, lui, il attendait. « Marie-Loup, es-tu prête ? Oui, mon mari, je me prépare, je me fais belle pour vous, que vous me trouviez à votre goût. Attendez encore quelques instants et vous pourrez répandre mon sang. » Il n'y avait plus de robe, mais la corde n'était pas assez longue, alors elle a entortillé les draps du lit, elle l'a rallongé avec ça. « Marie-Loup ! Mon mari, je me prépare, je me fais belle pour vous, mais ça prend du temps, 2 secondes. Oh !» La corde était assez longue, Marie-Loup l'a arrimée solidement à la fenêtre. En bas, il n'en pouvait plus d'attendre. « Cette fois, ça suffit, je monte te faire ton affaire en haut !» Mais en haut, pas de Marie-Loup. Il l'a vu disparaître par la grille de la forêt. Et il y était à présent dans la forêt. « Marie-Loup, je te trouverai !» Et sa voix résonnait entre les arbres. « Marie-Loup, je te trouverai !» « T'es pas loin, je sais. » Et sa voix résonnait du ciel au sol et du sol au ciel. Et « Marie-Loup, je te trouverai !» Et sa voix résonnait dans le cœur battant de Marie-Loup. Il ne pouvait pas la voir. Elle s'était réfugiée en haut du plus haut des arbres de la forêt. Il a tourné encore un peu, mais le soir tombait, bientôt il n'allait plus rien voir.
Allez, je te tuerai bien demain. Il s'est enroulé dans son manteau. Il s'est endormi au pied de l'arbre. Il n'a pas tardé à ronfler. Marilou savait que le sommeil de son mari était profond. Sans faire de bruit, elle a descendu l'arbre. Sans faire de bruit, elle s'est approchée de la ceinture. Elle a pris le couteau. Elle lui a coupé sa barbe au plus près. La penseuse américaine Bell Hooks, elle nous dit que le féminisme, il libère non seulement les femmes, mais il libère aussi les hommes. Il nous offre un espace de rencontre nouveau, il nous propose de transformer les relations et les interactions. En d'autres termes, le féminisme, c'est pas le patriarcat à l'envers, c'est pas un matriarcat, c'est une société nouvelle où l'aliénation, la compétition, la déshumanisation sont remplacées par un sentiment de proximité, de réciprocité et de camaraderie. C'est une société où on peut sortir des rôles et des costumes tout faits qu'on a taillés pour nous et mettre le costume qu'on a envie de mettre ou ne pas en mettre et faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je suis pour. Avec tout ça, nos verres sont vides. Le dernier bus va bientôt passer. Il est temps de nous séparer. Oui, mais Marilou, qu'est-ce qui s'est passé pour Marilou? Je ne peux pas vous laisser sans vous dire ce qui s'est passé pour Marilou. Marilou, aujourd'hui, elle a 40 ans et des poussières. Est-ce qu'elle est toujours célibataire? En tout cas, elle n'est pas solitaire. Elle est solaire, parfois lunaire. Quand c'est nécessaire, sorcière ou amazone en colère. Aventurière, fière. Une femme.